Comment la synchronisation fonctionne-t-elle en Java? Par quel tour de magie est-ce que les choses fonctionnent? En fait, il n'y a pas vraiment de magie. Je vais prendre un exemple d'un bloc synchronisé. Donc un bloc synchronisé, ça s'écrit comme ça. Mot-clé synchronized, ça c'est un des mots-clés du langage. Et puis, à ce mot-clé synchronize, je vais passer un objet en paramètre, que je vais appeler lock, qui peut être n'importe quel objet. Object lock égale new object. Et cet objet lock va être utilisé en fait comme verrou sur ce bloc synchronisé. Tout le code qu'il y a là-dedans, qui peut être arbitrairement long, on va dire que ce code est protégé par le lock qui est ici, il est gardé par ce lock, du fait de la présence de ce bloc synchronisé. Comment les choses se passent? Si j'ai un premier thread T1 qui cherche à exécuter ce code, suivi de près par un deuxième thread T2. Et en fait, cet objet lock, comme tous les objets Java, il possède une clé que je vais symboliser par ce petit dessin. Et cette clé, il n'en possède qu'une seule. En fait, tous les objets, c'est directement implémenté au niveau de la classe object. Tous les objets en Java possèdent une clé. Quand T1 va chercher à rentrer dans ce bloc synchronisé, il va prendre la clé de l'objet lock. Et donc T1 va posséder cette clé, et cet objet lock, évidemment, ne possédera plus cette clé. Il a donné sa clé à T1. Derrière, le thread scheduler peut parfaitement décider d'interrompre T1, en disant à T1 qu'il a suffisamment travaillé, qu'il faut qu'il laisse un petit peu la place sur le CPU aux autres threads. Et puis, à un moment ou un autre, peut-être va-t-il donner lui-même la main au thread T2 qui se trouve ici. T2 va arriver à l'entrée du bloc synchronisé. Supposons que T1 soit en train d'exécuter le bloc de code qui se trouve ici. Voilà, T1 il est là. Il est toujours dans le bloc synchronisé, donc il possède toujours la clé de l'objet lock. T2 va faire exactement la même chose. T2 va interroger l'objet lock qui se trouve ici, et va lui demander s'il possède sa clé, s'il peut prendre la clé pour rentrer dans le bloc synchronisé. Sauf que l'objet lock a déjà donné sa clé à T1. Donc le lock ne possède pas sa clé, T2 est bloqué en attente de la clé, évidemment la clé de l'objet lock, à l'entrée du bloc synchronisé. Le thread scheduler va s'en rendre compte, et là on a un comportement différent du fait qu'on est sur un processeur monocœur ou un processeur multicœur. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, mais le thread scheduler va s'en rendre compte et va dire à T2, ok, toi tu es en attente d'une clé qui n'est pas disponible, qui est possédée par un autre thread, donc tu vas laisser la place à un autre thread, T1 ou encore un troisième ou quatrième thread. Au bout d'un moment, le thread scheduler va redonner la main à T1, qui va continuer son exécution, et qui va finir par sortir du bloc synchronisé. Et ce faisant, il va rendre la clé à l'objet lock qui se trouve ici. Donc la clé devient de nouveau disponible pour un autre thread. Ça, c'est la réexécution de T1 qui sort du bloc synchronisé. T1 sort du bloc synchronisé et rend sa clé, c'est ce que l'on a vu. Au bout d'un moment, le thread scheduler va redonner la main à T2, qui va de nouveau faire une requête sur l'objet lock, récupérer la clé, et donc pouvoir lui-même exécuter le contenu du bloc synchronisé. Vous voyez que ce mécanisme de clé, il est en fait assez simple. Il permet de bloquer les threads à l'entrée d'un bloc synchronisé quand un thread est déjà en train d'exécuter le contenu de ce bloc synchronisé.
On a une file d'attente particulière qui s'appelle la waitlist et qui permet de parquer les threads, de mettre les threads en fait dans cette waitlist quand ils sont en attente de cette clé. Donc c'est comme ça que le mécanisme de synchronisation fonctionne en Java, que le mécanisme de synchronisation fondé sur l'utilisation des blocs synchronized fonctionne en Java. Il est très important quand on met ce mécanisme en place de bien maîtriser l'objet lock qui va servir de porteur de clé pour garder un bloc de code particulier, savoir comment cet objet est partagé, c'est en général pas une bonne idée de le partager et on va voir pourquoi, et savoir quel est cet objet si on utilise des objets implicites. Là, on a utilisé un objet explicite, mais on peut également utiliser des objets implicites.